Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu de bonnes lectures. Je reviens avec vous aujourd'hui pour un nouveau point lecture où je vais vous présenter, je crois bien, 5 romans, si j'ai bien compté, depuis le dernier point lecture. Dernier point lecture que j'ai fait, c'était le point lecture graphique. Qui n'a pas suscité la passion des foules, hein. Autant dire les choses comme elles sont. Je crois que c'est une des vidéos qui a le moins bien marché sur toutes les vidéos de la chaîne. Donc voilà, je sais pas si c'était bon, si je l'ai sorti à pas un bon moment, ou si vous vous foutez complètement des graphiques, ou si vous voilà, si mon avis vous a complètement laissé complètement froid. Bref, donc on va commencer par ce roman-ci. Il s'agit de Alma, Le vent se lève de Timothée de Fontbelle aux éditions Gallimard. Ça faisait très très longtemps que j'avais envie de découvrir ce roman, peut-être bien depuis sa sortie, hein, j'ai envie de vous dire. Tout simplement parce que ça, voilà, on retrouve une petite fille qui s'appelle Alma. Elle vit en Afrique avec ses parents, son petit frère. Et voilà, ils vivent une vie paisible à galoper dans la savane, à observer les animaux, observer les étoiles quand ils sont tous les deux couchés dans l'herbe avec son petit frère. Bref, ils vivent une vie paisible d'enfants somme toute assez classique, jusqu'au jour où son petit frère disparaît. Il disparaît sans tambour ni trompette, enfin voilà, une disparition tout aussi soudaine qu'inattendue. Et Alma, du haut de ses 13 ans, décide de rechercher son frère, de partir à sa recherche, et elle va suivre des traces. Elle va suivre des traces, telle une chasseuse, comme les hommes de sa tribu. Elle va suivre ses traces jusqu'à se trouver dans une grande ville africaine et monter dans un bateau, car elle est convaincue que son frère, selon les indices qu'elle a trouvés et les gens qu'elle a rencontrés, elle est convaincue que son petit frère se trouve sur le bateau. Parallèlement à ça, on a un autre jeune homme qui se fait lui aussi embaucher sur un bateau, car il est persuadé que sur ce bateau se trouve une cargaison, je crois que c'est 4 tonnes, si mes souvenirs sont bons, enfin un gros volume d'or pur qui se trouve sur le bateau et qui, pour lui, voilà, ça va nécessairement faire sa fortune, donc il use par tous les moyens de se mettre sur ce bateau. Alors ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est la qualité de la plume de Timothée de Fontbelle de nous transporter vers ces contrées africaines, ces contrées sauvages, avec ses habitants. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et aussi, la fameuse, on est aussi dans la fameuse période de la traite négrière. Les conditions de détention des esclaves sur le bateau est retranscrite de manière très, très visuelle, somme toute assez véridique. Il y a quand même des écrits et des témoignages qui ont été retrouvés par les historiens qui nous prouvent que ce qui est écrit dans le roman est quand même assez proche de ce qui s'est réellement passé. J'ai trouvé ça vraiment très chouette. J'ai dévoré le bouquin en même pas 2 jours. La plume est extrêmement fluide. Alors forcément, on ne peut que s'attacher au personnage d'Alma. Alors bien que voilà, ce soit quand même une enfant qui soit, je pense qu'elle est quand même assez en avance sur son âge. Elle a quand même 13 ans. Et par moments, elle a quand même des réflexes et des pensées d'un adulte. Mais elle a 13 ans quand même. Donc, par moments, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop forcer le trait, même si l'auteur a voulu faire passer le message que Alma était quand même assez mûre pour son âge et assez déterminée. Je trouve que par moments, c'était peut-être un peu trop. Mais bon, après, voilà, ça reste
c'est c'est quand même très anecdotique sur tout le roman, mais c'est vraiment une très très chouette histoire. Alors bien évidemment, c'est un tome 1. À la fin, il reste quand même un certain nombre de questions sans réponse. On a aussi, on voit apparaître aussi la fille de l'armateur du bateau, objet de toutes les convoitises, objet, élément central du roman, qui elle aussi va faire face à pas mal de difficultés. On a un petit peu l'amorce dans ce premier tome. C'est pareil, c'est une jeune fille qui a 16 ans, elle est un petit peu plus âgée qu'Alma, mais elle est encore très très jeune pour se retrouver à la tête d'un empire. Alors, je dis empire, mais voilà, ceux qui ont lu le roman savent de quoi il retourne. J'en dirai pas plus pour ceux qui ne l'ont pas découvert. Je vous encourage vivement à découvrir cette plume si vous aimez voyager, si vous aimez l'Afrique, si vous aimez les contrées sauvages, si vous aimez tout le folklore africain, ces parfums, ces odeurs, voilà, je vous encourage vivement à le découvrir. C'est une vraie invitation au voyage. Enfin, moi j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite de ce roman. Ensuite, alors on va passer à totalement autre chose. En matière de grand écart facial, en matière de genre littéraire, on se pose là. J'ai lu Transaction de Christian Guillermet aux éditions Tornada. Il est sorti le 9 septembre dernier. J'avais lu de cet auteur son dernier qui est paru chez Tornada l'année dernière, je crois. Oui, c'est ça, l'année dernière. Il s'agit de Urban Sedlex, qui, grosso modo, c'était des jeunes qui pratiquaient l'exploration urbaine dans des lieux non ouverts au public. Ils font de l'exploration. Et il filme tout ça. Bon, c'est ce qui s'est passé dans le roman. Et ici, dans Transaction, Christian Guillermet met en scène 3 jeunes aussi, 2 garçons et une fille qui se connaissent tous les 3 depuis l'école primaire. Donc autant vous dire que c'est une amitié bien ancrée, profonde, avec des liens très forts, un peu comme des frères et sœurs, on va dire. Ils se connaissent donc depuis longtemps. Et ici, il y en a un qui a acheté un objet qui fonctionne pas très bien, et donc du coup, bon, il s'est fait avoir. Et plutôt que de mettre cet objet au rebut et d'oublier cette histoire, il s'est dit bon, qu'à cela ne tienne, je me suis fait avoir, mais je vais revendre le bazar, et comme ça je vais être débarrassé, et ce serait quelqu'un d'autre qui va hériter du problème. Donc il passe une annonce et il vend cet objet à une personne, la transaction se fait, il empoche l'argent, il se dit bon voilà, ça y est, je suis peinard, je vais pouvoir oublier toute cette histoire. Sauf que il s'avère que l'acheteur a un gros pet au casque. Mais quand je dis qu'il a un gros pet au casque, quand il s'aperçoit que l'objet qu'il a acheté est complètement défectueux et que du coup il s'est un petit peu fait avoir, il se met en tête et il n'a de cesse que de retrouver l'acheteur pour lui faire payer. Mais quand je dis lui faire payer, c'est pas le rembourser, non. Il veut lui faire payer l'affront qu'il a subi en se faisant arnaquer. Il ne supporte pas le fait de s'être fait arnaquer. Il est complètement siphonné, ce mec, complètement cintré. Et en fait, le roman s'ouvre sur une scène où l'un des 3 personnages est dans un état de détresse et de dépression intense. Il subit une traque de la part de cet acheteur depuis de longs mois. Il n'en peut plus. Et donc, du coup, il va commettre l'irréparable. Donc, voilà, vous voyez sur... je vais essayer de vous montrer, voilà. Vous voyez sur la couverture qu'on se trouve dans une rame de métro. Donc je vous laisse quand même un petit peu imaginer ce qui se passe au début du roman. Et donc, voilà, le roman s'ouvre sur cette scène-là. On ne sait pas trop si c'est le passé, le présent.
on n'a pas trop de repères temporels. Mais bon, à la suite du roman, on s'aperçoit qu'on revient un tout petit peu en arrière, histoire que l'auteur nous explique comment et pourquoi les personnages en sont arrivés là. J'avoue que c'était quand même assez bien fait. J'ai bien aimé les personnages, surtout leur amitié, hein, parce que pris indépendamment les uns des autres, ils sont pas, voilà, surtout les gars, ils sont pas hyper attachants. Je trouve que la fille est un peu plus, a un quotidien un peu plus compliqué. Elle est, voilà, elle est dans une relation de couple qui n'est pas hyper satisfaisante. Mais malgré tout, bon, voilà, elle reste quand même et elle tient quand même à conserver l'amitié de ses deux copains. Alors, le personnage de l'acheteur, il est, alors, comme je vous l'ai dit, il est complètement cintré. Néanmoins, par moments, j'ai trouvé que c'était un peu grossier. Il était voilà, méchant pour être méchant, violent pour être violent. J'aurais peut-être aimé un tout petit peu plus de détails sur sa psychologie à ce mec-là, savoir pourquoi et comment il est aussi frappé d'aliments quand même. Hein. C'est quand même, on n'aimerait pas tomber sur lui. Hein, quand même. Je peux vous dire que il est quand même assez retors. Mais j'aurais bien aimé en savoir un peu plus sur lui. Et puis la fin. Que dire de la fin, évidemment, on se retrouve à la fin, à la scène de départ, mais dans un contexte différent. Je vous en dis pas plus parce que moi cette fin-là, je l'ai pris en pleine gueule. C'est comme si c'était moi qui avais pris le métro dans la tronche. Mais j'ai pas vu la fin arriver. Je me suis dit waouh. D'abord je l'ai relu 2 fois parce que je me suis dit non j'ai pas compris, j'ai loupé un truc. Et en fait non, j'avais bien compris, j'ai pas du tout vu la fin arriver. Et d'ailleurs l'auteur m'a dit sur Instagram que c'était le but, hein, de cueillir le lecteur comme ça avec la fin. Pour lui, voilà, il était très content que je me sois fait avoir. D'ailleurs, c'est pas très sympa, Christian, si vous regardez cette vidéo, c'est pas très gentil de se moquer du lecteur à la fin quand même, hein, franchement. Je vous le dis. Mais voilà, voilà, la plume est très fluide, ça se lit tout seul. Christian Guillermet, il a toujours cette faculté à mettre des personnages jeunes, un peu naïfs, ils se rendent pas compte, ils se mettent dans des situations complètement improbables, ils ne se rendent absolument pas compte dans quel merdier ils foutent les pieds, parce que là c'est clairement ça, que ce soit dans le précédent ou que ce soit dans celui-ci, ils ignorent complètement dans quoi ils s'engagent. Et moi, ce que j'aime bien, c'est mettre des personnes lambda dans des difficultés énormes. Et ça, c'est vraiment rudement bien fait avec cet auteur. Encore une fois, hein, les éditions Tornada, voilà, c'est un des fournisseurs officiels de pépites. Hein, et Christian Guillermet et tous les auteurs de cette maison d'édition sont. Excusez-moi, il y a une mouche qui me passait. Voilà, sont des pépites pour moi et je suis jamais déçue des romans de cette maison d'édition. Voilà, je vous conseille Christian Guillermet, Transaction, et croyez-moi, vous ne passerez plus jamais de petites annonces, vous ne répondrez plus jamais à des petites annonces sur Le Bon Coin sans penser à ce roman après. Excusez-moi, je vais boire un coup parce que là j'ai un petit peu la gorge sèche. Donc voilà, l'ami Gros Minet est avec nous, hein, avec un petit thé. Run for Love de chez Love Organic. Alors anciennement Love Organic, je crois que maintenant ça a été racheté par Kusmi et le Kusmi a changé de nom. Je crois que c'est Aqua Fruity maintenant, une connerie comme ça. J'adore. Donc ensuite, on va repasser dans une autre maison d'édition qui est aussi un fournisseur de pépites.
J'ai nommé les éditions Inceptio, avec ici Fugitive de Gaïdig. Oula. Donc ici, on est en 2072. Donc dans un futur quand même relativement proche, hein, parce qu'on est en 2021, 2072, on fait un petit bond quand même de 50 ans. Bon, oui, 50 ans c'est tout proche et à la fois c'est quand même assez loin, mais on est en 2072, la peine de mort a été rétablie en France et en Europe suite à une vague d'attentats terroristes, et donc du coup tous les pays européens ont décidé de remettre la peine de mort au goût du jour pour punir les terroristes des attentats qu'ils ont commis, parce que toutes les familles, tout à chacun a eu un proche ou a été lui-même victime des attentats, et voilà, la loi du talion est appliquée, mort pour un mort. Bref. Sauf que petit à petit, la peine de mort est aussi prononcée pour des crimes de droit commun. Et malheureusement, Virginia, qui est l'héroïne du roman, est accusée de meurtre. Elle s'est retrouvée un matin à côté d'un cadavre dans son lit. Elle clame son innocence parce qu'elle n'a rien entendu, elle n'a rien vu. Ils avaient un petit peu bu la veille au soir, mais voilà. Bref, elle ne s'est rendue compte de rien. Forcément, la police ne la croit pas, donc elle est obligée de fuir. Elle est obligée de se mettre en cavale pour pouvoir prouver son innocence, d'une part, mais aussi d'autre part, pour pouvoir administrer à sa petite sœur un remède qu'elle a mis au point, parce que c'est une scientifique, afin de pouvoir la sauver, parce que sa petite sœur est très malade, je crois qu'elle est malade, elle a besoin d'un rein, elle a besoin d'un rein pour survivre, et comme elle est très très malade, les médecins pensent qu'elle ne survivra pas assez longtemps pour avoir une greffe, et donc elle veut lui administrer ce traitement pour qu'elle puisse avoir une chance de vivre. Donc elle poursuit sa cavale, elle rencontre dans sa fuite des gens qui vont l'aider. Elle va aussi tomber sur des gens qui ne vont pas l'aider, hein, bien évidemment. Mais au départ, j'avais beaucoup de mal avec le personnage de Virginia, parce qu'elle était quand même très imbue d'elle-même. On l'a décrit comme une jeune femme hyper intelligente, très intelligente, beaucoup plus intelligente que sa sœur. Tout lui réussit, elle est belle, elle est intelligente, elle est sur le point de mettre au point un médicament qui va révolutionner le quotidien des malades. Voilà, elle est belle, elle est intelligente, elle a tous les mecs qu'elle veut, bref, tout lui réussit. Et elle le sait, et elle le sait, hein, qu'elle est intelligente, qu'elle est belle et tout. Et au début, dans son discours, elle peut paraître assez froide, assez hautaine, et ça m'a un petit peu gênée. Mais ce qui a contrebalancé ça, c'est l'amour indéfectible qu'elle a pour sa petite sœur. Elle se bat, son combat, c'est aussi pour sa liberté, mais c'est aussi et surtout pour sauver sa sœur. Elle va tout faire pour pouvoir parvenir à sa sœur et lui administrer la dose de médicaments qui est quand même censée la sauver. Et ça, voilà, ça a quand même redoré un petit peu son blason, si j'ose dire, parce que c'était pas non plus gagné d'avance. On a pendant tout le roman, on la suit dans sa cavale. J'ai eu un énorme coup de cœur pour un personnage secondaire dans ce roman. Il s'agit de John, c'est un vieux monsieur qui était à l'hôpital et qui décide de prêter main forte à Virginia pour l'aider dans sa fuite. Et j'ai trouvé cet homme particulièrement touchant. C'est un vieux monsieur qui est très malade aussi, et je l'ai trouvé très touchant dans le sacrifice qu'il fait. Je trouvais ça très très beau. Le personnage d'Anna, l'infirmière d'Hélène, la petite sœur de Virginia, qui met quand même sa carrière en danger. Parce que voilà, toutes les personnes qui donnent main forte à Virginia et sa famille risquent la prison.
pour complicité, donc c'est quand même pas rien. Ils mettent leur vie, leur liberté et tout leur petit confort en danger pour elles. J'ai trouvé ça absolument super parce que, alors, on est pour, on est contre la peine de mort. Je sais que voilà, j'aurais été là, c'est quand même assez prégnant parce que le procès pour des attentats du 13 novembre 2015 s'est ouvert cette semaine. Voilà, on a tous en tête les images des attentats du Stade de France, du Bataclan et des terrasses de restaurants qui se sont produits à ce moment-là. Évidemment, je serais une victime ou une famille de victimes, j'aurais perdu quelqu'un dans ces attentats, on m'aurait demandé si j'étais pour le rétablissement de la peine de mort. Je pense qu'au lendemain des attentats, j'aurais sûrement dit oui. Le problème avec la peine de mort, c'est qu'il faut être complètement sûr que la personne qu'on envoie ou sur la chaise électrique ou se faire injecter l'injection létale soit réellement coupable. Et c'est aussi des questions qui se posent dans ce roman, parce qu'il y a des dérives. On parle à un certain moment que un jeune homme a été condamné à mort, mais il avait été fait quand même la lumière sur son innocence, et il a quand même été condamné à mort. Donc on parle un petit peu des dérives quand même de cette peine de mort. C'est peut-être pas pour rien aussi que la peine de mort a été abrogée en France. C'est pas très vieux, hein, quand on regarde bien derrière nous, hein, c'était en 81, je crois. Oui, c'est ça, 81 ou 82, au tout début du premier septennat de François Mitterrand, avec Robert Badinter, qui était ministre de la Justice à l'époque. Mais voilà, c'est sûr qu'à chaque attentat qui est commis, on se pose la question de savoir est-ce que c'est le bon moment pour remettre la peine de mort au goût du jour. Voilà, c'est toutes ces questions d'ordre moral, d'ordre éthique. Alors évidemment, quand il y a l'affect qui s'en mêle, c'est très 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 compliqué. Mais voilà, c'est assez bien décrit dans ce roman. J'aurais quand même aimé une fin un peu plus développée. Le roman est assez court, et j'aurais aimé avoir une fin, pas une fin ouverte comme celle-ci. Alors, elle est, la fin colle parfait, elle va très bien avec le roman, mais voilà, moi j'aurais aimé une fin un peu plus longue, rester un peu plus avec les personnages. J'aurais aimé avoir en avoir un peu plus, en savoir un peu plus sur le devenir de tous les personnages. Mais vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé, ça se lit archi vite. Voilà, comme pour Tornada, je suis rarement déçue avec Inceptio également. D'ailleurs, un grand merci à Ophélie pour la confiance qu'elle m'accorde en m'envoyant ses parutions. Un grand merci à toi, Ophélie, de ta confiance. Et voilà, j'espère qu'on va continuer encore longtemps notre partenariat, surtout si on a des pépites de cette qualité. Et alors, je vous jure que le point lecture n'a pas été sponsorisé par Inceptio. Néanmoins, je vais également vous parler d'une des nouveautés également de chez Inceptio. Il s'agit de La Voix des Brumes de Hélène Bess aux éditions Inceptio. Le premier épisode est sorti la semaine dernière, vendredi dernier, début septembre donc, le 2 ou 3. Le 3, voilà, j'étais en train de calculer, mais non, c'est ça, le 3. Et voilà, Inceptio va sortir un épisode par semaine, tous les vendredis, jusqu'au 10 octobre, de ce livre. C'est 99 centimes l'épisode.
autant dire que c'est donné. Hein. Et vous avez un épisode toutes les semaines. Moi, j'adore le concept d'épisode. Ça fait un peu comme sur Netflix ou Disney+, où voilà, vous avez un épisode toutes les semaines, tel jour, vous avez un épisode et vous savez que vous attendez ce jour-là avec impatience parce que vous allez avoir la suite de votre série. Et bien là, c'est pareil. J'aime beaucoup la façon que ça a été découpé en épisodes. Donc ici, alors, très rapidement, on est dans une société dans un monde un peu steampunk, où vous avez des chasseurs de primes, un groupe de chasseurs de primes qui effectuent différents contrats. Donc ici, dans ce premier épisode, on fait leur connaissance lors de l'exécution d'un de leurs contrats. Alors c'est assez difficile de vous parler vraiment de l'histoire, parce que c'est un épisode, c'est archi court, on a juste le temps de planter les personnages et de dévoiler la suite de l'intrigue, que paf, c'est déjà terminé. Donc moi j'aime beaucoup ce concept. J'espère que vous aussi, j'espère vous donner envie. Puis en plus de ça, voilà, j'adore la couverture. Il y a plein de choses, il y a plein de rouages. Voilà, il y a une jolie pétoire. Il y a un train. Voilà. J'aime beaucoup la couverture. Et bah, du coup, j'ai très hâte de lire l'épisode 2, hein, parce que j'étais un petit peu... comme qui dirait, mon intérêt a été suscité par ce premier épisode. Et je peux vous dire que quand la fin est arrivée, j'ai dit « Oh, vivement l'épisode 2 !» Voilà. Voilà, vous ferai une petite chronique rapide sur chaque épisode, et je vous donnerai du coup mon sentiment final à la fin, une fois que j'aurai lu tous les épisodes. Je crois qu'il y en a 14. Si mes calculs sont bons. Bref. Voilà. Et enfin, je vais boire un coup. Je vais vous parler de ma dernière lecture. Excusez-moi. Je fais comme Floris. Hein. Jamais une vidéo sans boire un coup. Floris, hein, si tu regardes cette vidéo, cette dédicace est pour toi. J'ai donc lu Demain et le jour d'après de Tom Zveterlich aux éditions Albin Michel Imaginaire. Donc ici, c'est les épreuves non corrigées. Je vous mettrai ici la couverture définitive. Donc il est sorti il y a un petit moment déjà. Alors ici, on se retrouve dans un futur proche aussi, aux États-Unis. On fait la connaissance de John Dominic, qui est un homme dont le quotidien a radicalement changé à la suite de l'attentat nucléaire qui a complètement rayé de la carte la ville de Pittsburgh. Ça a été un traumatisme énorme pour toute la population. John Dominic a perdu sa femme dans cet attentat, sa femme qui attendait un bébé. Il a énormément de mal à se remettre de la mort de sa femme. Donc, il fait revivre, il se promène dans ce qu'on appelle l'archive, qui est un grand centre de données, une espèce de cloud, où sont concentrées toutes les images issues de caméras de surveillance ou de ce que vous voulez, de tout le monde, de toutes les personnes. Alors, a fortiori des personnes qui n'existent plus maintenant, mais des personnes qui existent encore à l'heure actuelle. Et voilà, il se promène dans l'archive pour revivre les souvenirs et surtout revoir sa femme, pour garder un espèce de lien, même s'il est virtuel, avec sa femme, car il ne peut supporter le fait qu'elle soit morte. Et du coup, il est il est enquêteur. On va dire c'est un pseudo-enquêteur. Il travaille pour une société privée afin d'élucider, afin de vérifier qu'il n'y a pas une arnaque aux assurances,
dans le cadre de décès, pour voir si le décès n'est pas suspect, si le décès est réel aussi, hein, pour qu'il n'y ait pas d'arnaque à l'assurance. Et du coup, sur cette dernière affaire, il découvre le cadavre d'une jeune femme, mais il le découvre réellement. Hein, c'est pas une découverte de cadavre virtuel. Il tombe réellement sur le cadavre et il va tout faire pour découvrir ce qui s'est passé. Et voilà, il est dans sa dépression, il noie un petit peu son désarroi avec des drogues et il va complètement péter les plombs et il va être obligé de suivre une thérapie. Donc le roman commence comme ça et de fil en aiguille, on va se retrouver avec une intrigue extrêmement complexe. Avec beaucoup de retournements de situation, beaucoup de faux semblants. Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est virtuel? On oscille un petit peu entre les deux mondes et ça demande quand même un certain temps d'adaptation parce que on est un petit peu dans un monde, oui, à la limite entre le réel et le virtuel. Voilà, le réel est insupportable pour un certain nombre de personnes pour tous les gens qui ont survécu à la mort d'un proche après l'attentat de Pittsburgh. Et beaucoup de gens se réfugient dans le virtuel. Préfèrent se noyer dans le porno H24, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup question là-dedans. Voilà, le monde post-attentat Pittsburgh est assez, voilà, une fois qu'on s'est bien approprié l'univers, on est complètement prise dans l'histoire. On parle voilà, beaucoup de thèmes sont abordés là-dedans. Voilà, la dépendance aux réseaux sociaux, la dépendance à Internet, la dépendance au virtuel, mais aussi et surtout le syndrome du survivant. La culpabilité, le syndrome du survivant, c'est une personne qui a survécu un énorme traumatisme, que ce soit un attentat, un soldat qui est revenu de la guerre alors que tout son bataillon a été tué. Bref, on allie un peu le syndrome post-traumatique et le syndrome du survivant. C'est, voilà, pourquoi moi je suis encore vivant alors que un tel sont morts, pourquoi moi j'ai survécu et pas les autres. Donc c'est tout le thème de la culpabilité et de la souffrance du survivant est abordé là-dedans. J'ai trouvé ça hyper intéressant, c'est hyper riche. J'ai beaucoup aimé le personnage de Dominique, à la fois torturé, en souffrance, triste, mais aussi déterminé à faire éclater la vérité. Au mépris de sa vie, au mépris des conséquences que ça peut avoir sur lui. J'ai vraiment adoré la plume de Tom Zederlich. C'est le premier roman que je lis de lui, mais je pense que je lirai les autres parce que c'était vraiment une très très belle découverte. J'ai adoré vraiment ce roman. Je remercie d'ailleurs Albin Michel Imaginaire de me l'avoir envoyé en épreuve non corrigée. J'ai adoré la découverte de ce roman. C'est vraiment très très chouette. Et on apprend vraiment beaucoup de choses et c'était un roman quand même qui nous fait nous poser pas mal de questions sur notre rapport quand même avec les réseaux et avec le virtuel. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez lu ce roman, est-ce que vous en avez pensé. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces romans, à me dire ce que vous en avez pensé. Je serais ravie d'échanger avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la faire voyager. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, c'est hyper encourageant pour moi. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très très belle journée, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!